Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, chers collègues, qui trop embrasse, mal étreint. Ça pourrait être le slogan, la devise pour ces fameux projets de loi portant adaptation du droit de l'Union européenne. Les gouvernements qui se succèdent ont en effet pris la fâcheuse habitude de soumettre au Parlement des textes de transposition du droit de l'Union européenne qui s'apparentent à de véritables fourre-tout. Des dispositions nombreuses sans aucun lien entre elles. Cette fois-ci, elles concernent aussi bien le droit bancaire, monétaire et financier que la commande publique, le droit de la consommation, la transition écologique et le marché de l'électricité, la santé, que l'entrée et le séjour des étrangers. Associer cette soupe quelque peu indigeste à des délais d'examen restreints ne constitue assurément pas la meilleure méthode pour déboucher sur un travail parlementaire bien compris de nos concitoyens, et je le dis en regardant monsieur le ministre. Recourir à l'excès aux habilitations par ordonnance, même si la circulaire de 2004 était là pour le permettre, ne permet pas justement de réaliser ce travail dans de bonnes conditions. En l'occurrence, de nombreuses dispositions auraient mérité des projets de loi dédiés. Je pense à l'énergie et au transport, dont notre collègue Gilbert-Luc Devinaz évoquera le contenu tout à l'heure, et ce choix de l'ordonnance prive le Parlement d'un examen approfondi. Monsieur le ministre, entre 2002 et 2018, le Parlement n'a été associé qu'à 14% des transpositions. Une méthode qui ne concourt pas à valoriser l'échelon européen. Nous avons assurément un problème de lisibilité, un problème de compréhension pour les acteurs économiques, avec en particulier ce projet de loi qui arrive au Sénat 5 mois après son dépôt. Alors oui, il y a les aléas de la vie politique, mais d'autres textes européens auraient mérité entre-temps d'être transposés. À cela s'ajoutent des transpositions au fil des actes d'exécution décidés par la Commission européenne qui ne permettent pas de disposer d'une vision d'ensemble sur les dispositifs transposés. D'autant plus que, ça a été rappelé par les collègues, l'agenda européen pourrait remettre en cause certaines transpositions avec le lancement par la Commission européenne d'un vaste chantier de simplification de la législation européenne. Or, nous voyons chaque jour grandir le risque et la tentation d'utiliser le paravent de la simplification pour démonter pièce par pièce les acquis sociaux et environnementaux qui concourent à la compétitivité durable de l'économie française et européenne, et ce sont les acteurs économiques eux-mêmes qui le disent. Alors oui, nous sommes toutes et tous favorables à la simplification, mais cette simplification ne doit pas être synonyme de dérégulation. Nous pensons notamment aux mesures liées à la responsabilité sociétale des entreprises qui ont été péniblement acquises sous la précédente mandature européenne, la fameuse directive CSRD ou encore le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Sur ce point, il faut quand même le redire, nous nous interrogeons sur les retards de transposition, monsieur le ministre, du règlement de 2023. Les articles 36 et 37 prévoient un certain nombre de mesures, mais nous aurions pu les anticiper pour améliorer l'acceptabilité et l'appréhension par les acteurs économiques de ces différentes mesures. Ce MACF qui représente très clairement, nous avons eu l'occasion d'en discuter, une panoplie opérationnelle pour assumer un protectionnisme européen, écologique et social contre la désindustrialisation et les délocalisations. Il en est de même, d'une certaine manière, sur la directive sur le devoir de vigilance et le pacte vert. Ce n'est pas l'objet du présent projet de loi, mais malgré tout, nous voyons bien, notamment à la droite de cet hémicycle, cette volonté de revenir sur ces acquis et plus généralement peut-être la tentation de remettre en cause la primauté du droit européen. Alors même que nous le disons et nous le voyons chaque jour, nous avons absolument besoin d'Europe, nous avons besoin de jouets collectifs et la France doit montrer l'exemple. Au passage, l'Union européenne est bien facteur de progrès pour nos concitoyens et rien n'interdit la France de pouvoir proposer un mieux-disant national avec son corollaire, l'accompagnement des TPE et des PME de notre pays. Plusieurs articles de ce projet de loi illustrent ces apports européens. L'article 3 qui permet de faciliter la vérification de la situation assurantielle des véhicules, c'est pratico-pratique, mais c'est très utile. L'article 7 sur les obligations de reporting de durabilité imposées par la directive CSRD. Et là, nous regrettons le décalage qui a été voté par nos collègues dans cette assemblée. De la même façon, le recul sur la conditionnalité des aides France 2030, nous aurons l'occasion d'y revenir. Un rapport de la délégation aux entreprises dont j'étais co-rapporteur disait bien qu'il fallait au contraire mettre en cohérence les aides à la décarbonation de France 2030 avec la future SNBC et le PNA-CC3. Eh bien là, nous allons à l'envers. L'article 9 qui ouvre la possibilité d'harmoniser les méthodes de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre
là aussi pour valoriser la contribution effective des entreprises au respect de la trajectoire française de décarbonation, parce que, faut-il le rappeler, le coût de l'inaction sera beaucoup plus élevé. 64% des entreprises européennes concernées par les conséquences et les effets du dérèglement climatique contre 57% en 2022. En l'espace d'un an, la situation s'est aggravée. L'article 14, l'ouverture de l'action de groupe à des entités publiques ou privées agréées, mais nous regrettons la transposition à minima et nous proposerons des amendements pour y réintroduire des dispositions de la proposition de loi Vichnievsky-Gosselin, en particulier pour la qualité d'agir des associations. L'article 21, l'élargissement du périmètre des acteurs participant au mécanisme d'ajustement électrique, là aussi pour renforcer les moyens de RTE et accompagner le développement des énergies renouvelables. Enfin, l'article 38, avec un régime de sanctions claires applicables en cas d'infraction à la réglementation sur les gaz à effet de serre fluorés et les substances appauvrissant la couche d'ozone. Oui, l'Europe sait être au rendez-vous. Malheureusement, nous observons que la France et votre gouvernement n'en font pas toujours de même. Et donc, nous verrons en fonction du contenu des débats notre vote qui, pour l'instant, n'est pas arrêté. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gilbert-Luc Devinaz du groupe socialiste pour 3 minutes. Bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, en matière de transition écologique, des mesures d'adaptation au droit de l'Union auraient sans doute mérité un projet de loi ad hoc afin que soit abordée plus largement la question de l'accélération de l'exploitation des énergies renouvelables dans l'ensemble du territoire, ainsi que celle d'éventuels ajustements de la loi climat et résilience. Nous réintroduirons une disposition visant à exclure des voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandises dans l'obligation prévue à l'article 40 de la loi APER. Compte tenu des espaces nécessaires aux manœuvres de ces véhicules, il paraît matériellement impossible d'équiper leurs voies et cheminements en ombrières photovoltaïques. Nous proposerons également la suppression de l'article 25 qui vise à permettre aux porteurs de projets d'énergie renouvelable d'être dispensés de solliciter une dérogation espèce protégée s'ils prennent des mesures préventives adéquates. L'article 19 de la loi APER a déjà permis d'assouplir ces règles. Il s'agit là d'une nouvelle dérogation encore plus souple, sans fixer les conditions permettant de garantir une réelle protection de la nature. Pire, lors de la réintroduction de cet article au Sénat, le rapporteur a étendu à tous les projets le bénéfice d'une telle dispense. Nous souhaitons également le renforcement des missions de contrôle de l'autorité de régulation des transports afin qu'une saine concurrence règne entre les acteurs des mobilités. En ce qui concerne la sécurité ferroviaire et le droit des travailleurs, nous nous opposons à la dérégulation de la gestion de la sécurité ferroviaire au profit d'un autocontrôle par les exploitants eux-mêmes. Certes, l'adoption de 2 amendements du rapporteur a permis d'apporter quelques garanties et nous nous en félicitons. Néanmoins, il nous paraît périlleux de laisser aux exploitants ferroviaires le soin de déterminer quelles sont les tâches critiques de sécurité sans risquer de détériorer les conditions de sécurité aujourd'hui établies par décret, d'autant plus dans ce contexte de tension internationale qui nous impose la plus grande vigilance. Nous resterons également attentifs sur les arbitrages de l'article 28 liés aux contrats de régulation économique et aux modérations tarifaires des redevances dans le secteur aéroportuaire. Enfin, je salue la transposition des obligations relatives aux infrastructures pour les carburants alternatifs dans les aéroports. Il faut néanmoins donner des marges de manœuvre pour ces investissements lourds dans lesquels nos aéroports s'engagent totalement. Pour toutes ces raisons, les membres du groupe socialiste, écologique et républicain auraient vivement préféré que ces dispositions soient réparties entre plusieurs textes. Comme l'a souligné mon collègue Simon Husa, nous espérons voir améliorer celui-ci grâce à nos débats. Parole est à Monsieur Husa pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme on avait pu le dire lors de nos interventions au cours de la discussion générale avec mon collègue Gilbert-Luc Devinaz, nous sommes de ceux qui disent clairement que l'Europe est aussi facteur de progrès et que nous en sommes toutes et tous comptables.
la législation européenne, qu'elle soit aussi sur le plan réglementaire, de façon plus générale à travers les directives, c'est aussi un élément de progrès pour notre pays et pour notre continent, pour nos entreprises. Et malheureusement, au cours des débats, nous n'avons pas été rassurés, et d'une part sur le positionnement du gouvernement et sur celui de la majorité sénatoriale, avec, je l'ai dit tout à l'heure, mais le sentiment, et c'est plus qu'un sentiment malheureusement, d'une surtransposition, de sous-ambition au regard des urgences et des dérèglements que nous devons affronter et qui auraient mérité que nous donnions le meilleur de nous-mêmes dans le cadre de cet exercice. Et sur le fond comme sur la forme, le résultat n'est pas à la hauteur. Alors le mot clé, le mot valise qui est utilisé par les uns et par les autres, celui de simplification, nous lui donnons visiblement pas le même sens. Pour beaucoup ici, c'est synonyme de dérégulation. Pour nous, ça ne doit pas être le cas, dans l'intérêt même, encore une fois, des opérateurs économiques, des entreprises qui ont conscience des enjeux qui sont devant elles, qui ont conscience que leur compétitivité, elle est aussi déterminée par la durabilité et que pour cela, elles ont besoin d'être accompagnées, d'être soutenues au plan juridique comme au plan de l'ingénierie et des moyens financiers, qu'elles ont besoin d'anticipation, de prévisibilité. Et là, monsieur le ministre, ça interpelle sur la méthode du gouvernement. Donc que ce soit sur la CSRD, sur les espèces protégées, sur les actions de groupe, sur l'absence de transposition de la directive sur les travailleurs des plateformes, entre recul et non-traitement de sujets absolument prioritaires, malheureusement, notre groupe socialiste, écologiste et républicain s'abstiendra sur ce texte.